Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct sur Info Télévision pour cette émission dominicale, Ligne Rouge. Le 23 avril 2020, par vidéoconférence, le comité interministériel chargé de suivre et d'évaluer la stratégie gouvernementale de riposte contre le Covid-19 s'est réuni à Yaoundé, la capitale politique du pays. Cette rencontre hebdomadaire, présidée par le Premier ministre Joseph Dieng Ngouté, a permis de prescrire aux membres du gouvernement concernés par la stratégie de riposte gouvernementale contre le coronavirus une série de mesures. De ces nouvelles directives du Premier ministre, l'on retient la limitation de la propagation de la pandémie en milieu carcéral, l'accélération des procédures de rapatriement des Camerounais en détresse à l'étranger et l'approfondissement de la réflexion sur les modalités de déploiement des élèves et des étudiants dès la reprise des cours prévus le 1er juin 2020. Notre invité ce soir, leader d'opinion et parent d'élèves, nous donnera son avis sur ces nouvelles directives du patron de l'immeuble Étoile. Dans un communiqué signé le 22 avril 2020 par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, il a été porté à la connaissance de l'opinion qu'en raison de la pandémie du coronavirus et de la nécessité de respecter les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement, le président de la République a décidé de l'annulation des éditions 2020 de la Fête du Travail et de la Fête nationale. Mais il s'agit d'une décision qualifiée d'extrême par certains leaders politiques. Notre invité ce soir, qui est un militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous dira ce qu'il pense de la nouvelle polémique autour de ces annulations publiques de la célébration de la Fête du Travail et de l'Unité, édition 2020 au Cameroun. Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, via un communiqué publié le 20 avril 2020, renseignait que l'important don du président de la République constitué des produits et matériels médicaux de lutte contre la pandémie, estimé à plus de 2 milliards de francs CFA, était destiné aux 360 communes du Cameroun. Un geste du président de la République qui, bien qu'apprécié, suscite quelques questionnements sur l'appellation et l'origine des fonds. Notre convive ce soir, qui est un magistrat municipal, nous donnera son appréciation de ce nouveau geste de générosité du président de la République. Constitué le 17 février 2020 pour faire toute la lumière sur le drame de Garbou, dans l'arrondissement de Ndo, département du Ndongamentum, région du nord-ouest du Cameroun, la commission mixte d'enquête instruite par le président de la République, chef des armées, a rendu sa copie cette semaine via un communiqué du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. De ce rapport sur les événements malheureux du 14 février 2020, l'on retient que le chef de l'État a prescrit l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre le commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée et tous les militaires ayant participé à l'opération. L'arrestation et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre les 3 éléments de force de défense incriminés et les membres du comité de vigilance impliqués dans ces événements. Le renforcement le recensement, des ayants droit des victimes aux fins du versement par l'État des indemnisations et compensations appropriées, le renforcement de la sécurisation du village Garbou, notamment par la création d'une base militaire et l'érection d'autres termes publics. Si le commandant en chef de l'armée du Cameroun a donc voulu jouer dans ce dossier la carte de la transparence, initiative par ailleurs saluée par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, certaines voix s'élèvent pour exiger un recadrage de la communication gouvernementale en temps de crise. Notre invité nous dira ce qu'il pense et les premières leçons qu'il tire
de la publication de ce communiqué de la présidence de la République en rapport avec le rapport et les conclusions de la commission mixte qui avait été mise sur pied pour faire toute la lumière sur le drame survenu dans cette localité située dans la région du nord-ouest du pays. Avec une dette estimée à plus de 6 600 milliards de francs CFA selon des sources proches de la Caisse autonome d'amortissement, le gestionnaire de la dette publique au Cameroun, le pays de Paul Biya fait partie des 77 pays bénéficiaires d'un moratoire sur la dette. L'information a filtré lors d'une rencontre du G20 tenue le 15 avril 2020 en Arabie Saoudite. Certains exégètes de l'économie pensent néanmoins que cette mesure vise davantage à neutraliser la Chine en Afrique. L'attitude de notre convive ce soir sera également requise sur la question. Et enfin, nous reviendrons sur l'annonce faite le 15 avril 2020 par la Banque d'émission sous-régionale, la BEAC, concernant l'interopérabilité. La Banque d'émission des États membres de la sous-région Afrique centrale s'est dit certes favorable au paiement électronique pour encourager la pratique de la distanciation sociale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Pourtant, une note adressée à l'Association des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun dénonce les services de la plateforme de paiement de la Cameroun Postal Services. Notre invité, qui a été un postier de référence et qui a participé au programme de restructuration de la Poste du Cameroun, nous donnera son avis sur ce que quelques journaux ont qualifié cette semaine d'imbroglio. Voilà les sujets qui constituent l'ossature de cette livraison de la ligne rouge ce dimanche sur Info Télévision. Le profil de l'invité, c'est juste après cette transition. À tout de suite. Nous prenons donc rapidement le portrait de l'invité avec lequel nous allons passer 1h30 dans le cadre de cette livraison ce soir de la ligne rouge sur Info Télévision. C'est juste après cette légère transition. C'est son baptême de feu à la tête de la commune de Ngoumou. Jean-Baptiste Martin Amvouna Temengue est le nouveau maire de cette localité située dans la région centrale du Cameroun. Le magistrat municipal est une tête bien faite. Je dirais que c'est un fils d'Otélé, un village de la commune de Ngoumou, à 4 km de l'hôtel de ville ici, d'où je suis né, où j'ai étudié, en tout cas au niveau primaire, et ensuite premier cycle secondaire ici au CS de Ngoumou, avant d'aller à Yaoundé pour mon lycée, mon université, et ensuite terminer les études universitaires en France. Après un parcours scolaire jalonné de succès, le natif de Ngoumou s'envole pour le vieux continent, boursier de l'État du Cameroun. Son assiduité dans les études sera ensuite récompensée par une intégration professionnelle en France. Il faut bien que je survive et que je poursuive mes études, mes recherches doctorales, et c'est ainsi que j'ai eu par hasard un premier job à la Poste à Paris pour distribuer le journal Le Monde à Paris, Magenta, c'est-à-dire 10e arrondissement de Paris. Ensuite, un poste titulaire d'agent de distribution du courrier industriel à Boulogne s'est ouvert, avec l'avantage que là-bas j'étais logé à Boulogne-Billancourt, donc c'était une opportunité, c'est d'autant plus que je travaillais à 2 pas de l'ambassade où était aussi domicilié le local du parti, donc j'ai sauté sur cette occasion pour devenir postier à temps plein, et c'est de là que j'ai découvert ce monde postal avant d'initier un projet de restructuration de la Poste camerounaise avec la direction générale de la Poste française. C'est ce qui m'a permis
d'obtenir l'accord de principe du chef de l'État en 2009, puisqu'il a pu recevoir à Paris le directeur général de Sofrepost, qui est la filiale de conseil à l'international du groupe de la Poste. Une opportunité d'emploi qui n'empêchera pas à Jean-Baptiste Martin Amvouna Temengue, fasciné par le libéralisme, d'avoir des convictions politiques. Les idéaux, portés alors par le Renouveau Cameroun, vont le convaincre de militer au sein du parti au pouvoir. Et de la base au sommet, Jean-Baptiste Martin Amvouna Temengue va gravir sans brûlure les échelons du parti de la flamme ardente. Je crois que cette envie est née d'une réunion politique ici même dans mon village, suite au premier congrès fondateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Plusieurs petites brochures présentant les idées phares du RDPC avaient été éditées et toutes ces brochures sont tombées entre mes mains lors de cette réunion. Et ce sont ces idées qui m'ont attiré, et j'avais donc à l'époque demandé à mon père de me signer une carte d'adhésion à l'organisation des jeunes du RDPC. Mon père lui-même étant un ancien président de cellule UNC et ensuite donc du RDPC aussi. C'est ainsi que je suis entré au RDPC pour la première fois. Ensuite, dans les années 90 à Yaoundé, j'ai renouvelé cette adhésion au comité de base de Bastos, où l'ancien ministre Bidia Sangon était président et m'avait parrainé et fourni une très grande documentation qui m'avait permis en ce moment-là, jeune étudiant, d'approfondir ma connaissance des textes et de tous les textes du RDPC et ainsi que les idéaux qu'incarnait le président national. Et donc ce n'est pas en France que j'ai eu cette vocation. Je suis parti du Cameroun étant déjà un militant engagé. Je n'ai fait que poursuivre cet engagement là-bas en étant élu responsable secrétaire de la sous-section RDPC de Bordeaux, ensuite vice-président de la section RDPC de France en 2002, vice-président de la section RDPC de France Nord en 2007 et rentré au Cameroun en 2010. C'est naturellement qu'en 2015 j'ai été candidat aussi et j'ai été élu vice-président de la section RDPC de la Meufouakono Ouest, donc de Ngoumou, avec un bureau de section très dynamique. En dépit de cet engagement politique, ce passionné de littérature trouvera le temps pour consigner plusieurs écrits. L'homme est un auteur prolifique, convoité par les plus grands éditeurs. Comme en témoigne cet ouvrage, Sortir le Cameroun dans l'impasse, publié aux éditions Harmattan. Tout de suite été séduit par toute la pensée libérale dans ce domaine, dans cette discipline économique, pensée libérale que j'ai retrouvée aussi en sciences politiques, d'Étienne de la Boétie, de Machiavel, de Montesquieu, tous ces penseurs qui ont contribué à l'institution d'une société politique libérale m'ont toujours séduit. Et je crois que c'est aussi le lien que j'ai avec le président Paul Biya, que j'estime être un libéral convaincu, quelqu'un qui est épris des idées humanistes. Élu à la tête de la commune de Ngoumou, dans un contexte marqué par la lutte contre le Covid-19, Jean-Baptiste Martin Amvouna Temengue garde pourtant en objectif l'amélioration des conditions de vie de ses administrés. Effectivement, nous sommes de nouveaux exécutifs mis en place en pleine crise sanitaire mondiale. Donc c'est la priorité parce que c'est l'urgence, la prévention, la sensibilisation avec les autorités administratives. Cela ne nous empêche pas de faire avancer quand même progressivement en ce début de mandat les dossiers permanents, l'exécution des budgets d'investissement public, la préparation des budgets d'investissement public à venir, ainsi que les affaires courantes, l'état civil et tout ce dont ont besoin les compatriotes vivant sur le territoire de la commune au jour le jour. Donc nous sommes là, certes, pour faire face à cette urgence,
sanitaire parce que nous ne souhaitons pas que cette épidémie touche aux compatriotes vivant sur notre territoire, sur la commune de Ngoumou. Donc c'est cette urgence qui est une priorité, mais nous travaillons aussi sur tous les autres dossiers parce que nous avons été élus pour un mandat de 5 ans et il ne faut pas perdre le temps. 5 ans, ça passe très vite. Ce gentleman, affable et raffiné, n'est hélas plus un cœur à prendre. Marié, père de 2 enfants. C'est donc à cet intellectuel, postier de référence et véritable bête politique, que nous tenterons ce soir de faire franchir la ligne rouge. Bienvenue, monsieur le maire. Bienvenue, monsieur le maire, et merci d'avoir accepté cette invitation de la ligne rouge ce dimanche sur Info Télévision. C'est moi qui vous remercie de me faire participer pour la première fois à cette émission sur Info TV. Je salue vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Je crois que, en tout cas, j'espère que je serai à la hauteur de leurs attentes. Alors, monsieur le maire, pour être plus complet sur votre profil, je rappelle que vous êtes titulaire d'un diplôme d'études approfondies en sciences politiques, d'un diplôme d'études approfondies en histoire économique et d'une maîtrise d'administration et de gestion des entreprises obtenue à l'université de Bordeaux 4. Je voudrais qu'on entre dans le vif du débat avec vous, monsieur le maire, pour parler de la première thématique en rapport avec ce fonds de solidarité qui a été mis sur pied par le président de la République. D'abord, vous faire réagir en Côte d'Ivoire. Mariette Okone, qui est ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pandémie du Covid-19, a annoncé le 13 avril 2020 qu'un peu plus de 2000 familles vulnérables allaient recevoir des transferts de 25 000 francs CFA conformément aux engagements du gouvernement ivoirien, appelé à apporter son appui aux familles vulnérables afin d'atténuer les effets du Covid-19. Il s'agit d'une initiative qui va s'étendre dans toute la Côte d'Ivoire. Mais, monsieur le maire, le Cameroun a une telle initiative également à travers le fonds de solidarité. Est-ce qu'on peut s'inspirer du modèle ivoirien pour ce qui est de la distribution des fonds qui seront collectés? Je crois que le plus important, c'est le principe de solidarité, solidarité organique, c'est-à-dire solidarité organisée par l'État. Chaque État maintenant a des modalités différentes de manifestation de cette solidarité. Nos États n'ont pas encore les ressources comme d'autres États, comme la France par exemple, que je connais bien, qui ont une organisation étatique déjà très avancée en termes de matelas de secours quand il y a de telles situations, notamment des formules d'indemnisation du chômage ou tout simplement un système de mutualisation universelle des dépenses de santé. Donc ici au Cameroun, le gouvernement a d'abord manifesté sa solidarité en prenant entièrement en charge, à sa charge le traitement, les coûts de traitement assez lourds et de prise en charge de ceux de nos compatriotes qui ont été détectés, qui ont été testés positifs à ce nouveau virus. Il y a effectivement des conséquences économiques assez graves par rapport à la situation de semi-confinement qui perturbe et diminue obligatoirement les revenus des ménages les plus faibles. Je crois que d'autres formes de solidarité se sont manifestées qui proviennent des élites, mais le chef de l'État parallèlement... Monsieur le maire, est-ce que vous êtes confiant sur la gestion de ce fonds de solidarité au regard des critiques multiples au sujet de l'orthodoxie qui n'est pas toujours, selon certains, respectée en matière de gestion dans notre pays? Vous êtes confiant? Je crois que le principe est là. Chacun de nous doit faire un effort. Le chef de l'État a voulu engager toute la nation pour ne pas attendre que ça ne soit que l'État qui vive cette solidarité ou qui manifeste cette solidarité. De toutes les façons, l'État, c'est nous tous. C'est-à-dire que quand l'État décide de transférer tel ou tel montant au niveau social aux populations vulnérables, c'est nous qui payons en quelque sorte. Donc, nous devons nous sentir tous concernés. Vous n'êtes pas inquiet pour ce qui est de la gestion des fonds? Moi, je fais partie qui sont collectés en ce moment? Je fais partie de ceux qui font confiance à l'État. Je crois que l'État est la forme rationnelle d'organisation sociale la plus
évoluer la plus avantageuse pour l'intérêt général. Je ne fais pas partie de ceux qui ont pour idéologie l'anti-étatisme aveugle ou l'anti-étatisme avec des critiques exagérées. Je sais que notre État a des dysfonctionnements, notre État n'est pas parfait, c'est à nous de l'améliorer, mais nous devons faire avec tout en essayant d'améliorer son fonctionnement. Monsieur Jean-Baptiste Amvouna Temenge, je rappelle que cette émission ce soir admet l'interactivité. Vos réactions seront donc recueillies uniquement par SMS et par WhatsApp au 651 94 11 31, 651 94 11 31 et par Facebook, où nous sommes d'ailleurs en direct en ce moment. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on s'arrête sur les directives du Premier ministre lors du comité interministériel d'évaluation du plan et la stratégie de riposte contre le Covid-19. C'était le 23 avril dernier. L'une de ces directives était d'approfondir la réflexion sur les modalités de déploiement des élèves et des étudiants dès la reprise des cours qui est projetée pour le 1er juin 2020. D'abord, monsieur le maire, vous êtes parent. Est-ce que c'est réaliste de programmer la reprise des cours pour un 1er juin 2020 alors que la courbe de contamination se veut croissante? Je pense sincèrement que c'est réaliste. Alors, il faut différencier les situations. Moi, je suis maire d'une commune un peu reculée, semi-rurale, semi-urbaine, parce que c'est pas loin de Yaoundé. Les situations ne sont pas les mêmes en ville, c'est-à-dire dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, que dans ma commune, en Goumou. Et même au sein d'une même grande ville, vous avez des situations diamétralement opposées selon qu'on est dans un système d'enseignement privé que dans le système public. Les effectifs ne sont pas les mêmes et les communautés éducatives n'ont pas les mêmes problèmes à gérer. Je crois que pour ce qui est de la reprise des cours pour un certain nombre de jeunes, de nos jeunes, c'est même plutôt une bonne chose. Moi, je me dis que l'État a une obligation de prendre des décisions universelles. Donc, c'est pour ça qu'on a fermé toutes les écoles. Mais il est... Mais le virus n'est pas maîtrisé, monsieur le maire. Je suis d'accord. Reprise des cours pour un 1er juin alors qu'on a un taux de contamination qui... J'en viens même dans un cadre d'épidémie. Je pense que pour certains de nos enfants, le meilleur moyen de convention n'était pas forcément la fermeture des classes. Et le confinement de nos élèves ne se vit pas de la même façon selon qu'un élève vit derrière un portail, une villa, ou qu'il vit derrière une résidence sécurisée, ou alors qu'il vit dans un quartier populaire, où de toutes les façons, en réalité, n'est même pas confiné. Et où je pense, moi je vois dans ma commune, plutôt certains enfants plus exposés parce qu'ils sont hors des salles de classe que s'ils étaient en classe. Et donc je pense que pour ces enfants, il est peut-être même plus sécurisant pour eux de retourner en classe sous certaines conditions, évidemment, conditions hygiéniques. Et là, c'est à l'État et aux communes que nous sommes de mettre en œuvre tous les moyens. Et c'est pour ça que le Premier ministre a effectivement prescrit que les dotations qui seront acheminées et distribuées aux populations soient prioritairement données à ces institutions scolaires. Et je pense très sincèrement que sous ces conditions d'hygiène, d'ailleurs c'est une bonne chose que nos écoles reprennent cette éducation à la santé, à l'hygiène, pour toutes les autres maladies, pas seulement pour ce virus, mais que sous ces conditions, l'école pourrait ouvrir sur l'ensemble du territoire au 1er juin comme prévu. Mais il faut approfondir la réflexion parce que la problématique n'est pas effectivement la même en ville, où les effectifs sont pléthoriques et où les communautés éducatives n'auront peut-être pas assez d'espace, assez de logistique pour scinder ces classes qui sont assez pléthoriques. Donc il faut approfondir la réflexion. Autre chose, je pense aussi qu'il faut intégrer la reprise des cours en réalité à la nécessité d'évaluer un certain nombre d'élèves, notamment ceux qui sont dans les classes d'examen.
la liquidation de l'année scolaire qui ne saurait être blanche nécessite une reprise de ces cours, ne serait-ce que pour liquider positivement cette année scolaire et que les enfants soient évalués pour avancer. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes à rattraper, beaucoup de lacunes à rattraper. L'année scolaire n'a pas été parfaite, mais on se dit qu'avec 70-80% des programmes achevés et avec une volonté de la communauté éducative de rattraper ces lacunes, on pourrait s'en sortir d'ici là. Ce n'est pas en un mois qu'on va rattraper. Je crois que les problématiques seront aussi reportées à la rentrée académique prochaine, à la rentrée de septembre, où des dispositifs de remise à niveau pourraient être envisagés aussi pour un certain nombre d'élèves qui auraient décroché avec cette fermeture assez brutale des établissements scolaires a peut-être favorisé le décrochage de certains enfants. Vous savez que certains décrochent déjà pour des raisons sociales ou pour d'autres raisons, sans même qu'il y ait ce type de situation de crise, mais je crois que cette fermeture aura des conséquences au niveau pédagogique et qu'il va falloir aussi que les équipes pédagogiques prévoient des possibilités de rattrapage, de remise à niveau le moment venu. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on parle de l'une, puisqu'il y en avait eu 3 pour ce qui est des directives. Parlons des milieux carcéraux au Cameroun. Le Premier ministre instruit la limitation de la propagation du Covid-19 dans les pénitenciers du Cameroun. On sait que ces pénitenciers sont en surpopulation carcérale. Les derniers chiffres font état d'un peu plus de 10 000 détenus pour des prisons qui n'ont pas la capacité de contenir un tiers ou le quart pour certains. Alors, est-ce que finalement, vous avez le sentiment qu'à ce niveau, le gouvernement est effectivement capable de freiner ou d'empêcher que nos pénitenciers deviennent de véritables foyers du coronavirus? Est-ce qu'on peut, au regard de cette surpopulation carcérale? Je crois que le ministre d'État, garde des Sceaux, a rassuré les médias et surtout son patron, qui est le Premier ministre. C'est-à-dire que avant cette réunion d'évaluation, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il y a aussi les décisions prises par le chef de l'État qui ont permis de décongestionner de façon relativement importante ces prisons. Celle que je connais le plus en Goumou, qui est une prison moderne. Je crois qu'elle fait partie des 4 dernières prisons construites par l'État camerounais avec le concours des partenaires internationaux. Cette prison, je crois qu'elle a vu libérer 25% de ses pensionnaires. Je crois que ça limite déjà un petit peu les risques, mais le plus important est que ces milieux appliquent strictement, peut-être un peu plus strictement que d'autres milieux d'ailleurs, les mesures de barrière que le gouvernement essaie de préconiser à l'endroit de tous nos compatriotes. Et dans ce milieu aussi, je sais qu'il y a eu un certain nombre de mesures fortes, notamment l'interdiction des corvées que certains détenus avaient l'habitude de faire hors des prisons pour ne pas ramener le virus justement à l'intérieur des prisons. Et je crois que les mesures d'hygiène aussi sont accentuées avec les moyens spéciaux mis à la disposition des gestionnaires de ces milieux carcéraux. Parlons à présent de l'annulation des fêtes du 1er mai, davantage la fête du 20 mai, la fête de l'unité du Cameroun pour l'édition 2020. L'annonce a été faite par voie de communiqué par le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongor. Quelques leaders politiques ont réagi et parlaient d'une décision qui est tout à fait critiquable. Est-ce que la crise dans un pays empêche, pour reprendre les propos de Cabral Libby, la survivance des symboles, la fête de l'unité étant une fête nationale? Avait-on besoin d'aller jusqu'à l'annulation des célébrations publiques? Je crois que l'annulation des célébrations publiques allait de soi. Dans ce contexte, l'État doit montrer l'exemple. Mais l'annulation des célébrations... Est-ce que ce n'est pas excessif, Jean-Baptiste? L'annulation des célébrations publiques ne veut pas dire annulation tout court. Le 1er mai
ne connaîtra pas des défilés et toutes les autres fêtes organisées par les entreprises et les administrations et tous les autres employeurs, mais il y aura des débats internes, il y a un thème que le ministre du Travail a publié. Je crois que c'est une restriction, pas une annulation. Le 20 mai connaîtra aussi sûrement quelques célébrations symboliques. Le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement trouveront les bonnes formules. Si on transpose à cette foi républicaine la foi religieuse, vous voyez très bien que ce n'est pas parce que les gens ne vont pas à la mosquée qu'ils ne vivent pas pleinement leur ramadan aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les catholiques ne vont pas à l'église ou les protestants au culte qu'ils ne vivent pas leur foi. Toutes ces foi, qu'elles soient républicaines pour ce qui est de cette fête de l'unité nationale, ou les autres foi religieuses qui sont moins républicaines, mais que nous vivons tous. Je crois que ce n'est pas la restriction des manifestations publiques qui doit entamer ces foi-là. Je pense que c'est une période conjoncturelle, c'est exceptionnel. Si on arrive déjà à fermer les établissements scolaires et universitaires qui sont le creuset de préparation de l'avenir du pays. Que pensez-vous de ceux qui indiquent que finalement cette décision d'annulation, eu égard au contexte sanitaire actuel, est aussi la traduction des difficultés du président de la République à pouvoir tenir une parade militaire et civile aujourd'hui, au regard de son âge? Sa difficulté est uniquement sanitaire, c'est-à-dire que la conjoncture, la crise sanitaire voudrait que des rassemblements de milliers de personnes... On n'aurait pas pu trouver une formule plus réduite en mettant à contribution l'armée du Cameroun pour définir une formule qui permet de tenir au moins une parade militaire? Est-ce que l'armée n'est pas à l'abri de la contamination? Vous avez vu l'État français lancer une enquête suite à la contamination du principal navire de guerre français, ou le porte-avions Charles de Gaulle, qui a écourté sa mission et où une bonne partie des militaires embarqués dans ce navire ont été contaminés. Les militaires, ce sont des êtres humains. Ce n'est pas parce qu'on fera que le défilé militaire que les militaires ne seront pas exposés à la contamination, ou que même les officiels qui participeront à ce défilé. Parce que si vous organisez un défilé militaire, vous n'allez pas dire qu'il ne soit présidé que par le président de la République, sans tout le gouvernement et tous les autres corps constitués. Ça vaut au niveau régional et départemental. Donc ce sont des rassemblements qui vont aller à 1000, 2000, 3000 personnes et qui comportent un risque au regard du contexte sanitaire actuel. Les commentaires sur la résistance physique du chef de l'État, on les entend depuis que je suis jeune militant. Je crois que moi je ne l'ai jamais vu marcher encore avec une canne, ni limiter, donc pour vous, il peut encore tenir les efforts physiques. Il peut encore présider un défilé. L'exercice de sa fonction de chef de l'État, je ne l'ai jamais vu limiter. Au contraire, par moment, il est allé souvent au-delà de ce que les uns et les autres attendaient. Vous vous souvenez de sa longue marche de toute une journée lors de la visite des stands du commissariat pastoral de Bolova. Mais ça date, monsieur le maire. Ça date, mais déjà à l'époque, les moins jeunes de 30 ans que lui avaient été moins résistants et avaient abdiqué avant même la moitié des visites des stands. Donc, et jusqu'à ce jour, je ne pense pas que physiquement, il ait eu une quelconque difficulté pour l'exercice de sa fonction de chef de l'État. Comment vous, qui êtes maire de la commune de Goumou, vous qualifierez le geste du président de la République ou de l'homme Paul Biya en direction des municipalités? Je parle de ce don spécial estimé à 2 milliards de francs CFA qui a été annoncé par le ministre de l'administration territoriale. Un chef d'État peut-il faire des dons à sa population? Je crois que ce sont des symboles. Ça ne veut pas dire que ce don matériel qui vaut 2 milliards de francs... Qui a fait le don? C'est le président de la République ou c'est l'homme Biya? C'est le président de la République. C'est le chef de l'État qui a
ordonner ce déblocage de dons en matériel pour que les populations les plus faibles en profitent. Moi, je vais vous dire... Est-ce qu'on appelle ça don, Jean-Baptiste Amvouna Temenge? Vous l'appelez ça quoi? C'est un don. En tout cas... À partir du moment où c'est l'argent public, est-ce qu'on parle véritablement de don à ce moment précis? Mais c'est une décision qui n'est pas... qui intervient dans un contexte particulier. Certes, on s'attend à ce que le chef de l'État, tout chef de l'État qui est au service de sa nation le fasse, mais ça peut prendre plusieurs formes. Et justement, je crois que le symbole que traduit une telle décision, c'est la volonté de mobiliser toute la nation. Il n'est pas le seul à avoir fait un tel geste. Je crois que vous avez vu des entreprises privées le faire, les élites le faire, un certain nombre d'acteurs internationaux, des organisations internationales le font. Donc je crois que tout cela, c'est un élan de mobilisation nationale pour que la nation soit solidaire face à cette pandémie. Le chef de l'État doit montrer l'exemple et je crois que c'est ce qu'il a fait. Un mot sur la dette extérieure du Cameroun, un peu plus de 6 600 milliards de francs CFA selon des chiffres de sources proches de la Caisse autonome d'amortissement. Un Cameroun qui fait partie des pays bénéficiaires de ce moratoire sur la dette du G20. Jean-Baptiste, vous avez le sentiment que le pays de Paul Biya peut être éligible à cette procédure qui permettra à ces pays-là de ne pas payer leurs dettes pendant pratiquement les 12 prochains mois de l'année, dû justement à la pandémie du Covid-19 au regard de la situation de notre économie actuelle? Je crois que cette épidémie a créé une crise économique mondiale avec des effets multiplicateurs qui sont prévisibles. Au niveau des États, il est donc important qu'il y ait des marges de manœuvre parce que les relations contractuelles que nous avons avec nos bailleurs de fonds nous imposent de payer, de rembourser chaque mois ce que nous devons rembourser. Et dans ce contexte, on sait très bien que ça sera difficile, d'où cette décision de limiter ou de reporter ces paiements du service de la dette. Je crois que les décisions se prennent en prenant en compte ce que mon enseignant de sciences économiques qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, le professeur Tona Mama, appelait le seuil d'endettement supportable. Je crois que chaque État, en fonction de la conjoncture économique mondiale, en fonction de ses ressources réelles, a un seuil d'endettement qu'il peut supporter. Et cette crise, effectivement, a réduit ce seuil-là. Et donc, tout le monde doit prendre en compte cette situation de crise pour que ces États ne tombent pas en faillite. Avec ce moratoire, la faillite des États aggraverait cette crise économique parce que d'abord elle priverait ces États des ressources dont elles ont besoin. Aujourd'hui, tous les États, y compris les États économiquement avancés, devront s'endetter pour passer le cap. Et ensuite, cette crise de la dette n'est même pas intéressante pour les créanciers. Parce que quand quelqu'un dépose son bilan, le premier perdant, c'est d'abord celui qui lui a prêté de l'argent. Donc ce n'est pas forcément l'État emprunteur. Et ensuite, nous aurons encore besoin de ces prêteurs, de ces bailleurs de fonds pour la suite des programmes qui devraient nous amener à l'émergence économique. Donc ce sont des ententes nécessaires pour que chacun passe ces moments difficiles que nous impose la crise sanitaire mondiale. De quelques exégètes et stratèges qui pensent qu'à travers ce moratoire sur la dette des 77 pays, dont la plupart sont des pays en voie de développement, donc issus du continent africain, eh bien, les pays européens veulent finalement neutraliser la Chine en Afrique.
Vous avez, vous, également le sentiment qu'à travers ce moratoire sur la dette, il s'agit d'une volonté de repositionnement? Je ne pense pas, Je crois que la relation bilatérale que nos États ont avec la Chine imposeront à la Chine elle-même aussi de renégocier probablement notre dette avec vis-à-vis d'elle. Les autres États occidentaux, si on veut le dire, font face de façon réaliste à une situation de crise. Ce n'est pas la première fois qu'il y a rééchelonnement de la dette où vous savez très bien que concernant ces pays occidentaux, suite à de longues négociations, même si cela avait pris beaucoup de retard, finalement dans les années 2000, on a pu atteindre le fameux point d'achèvement qui a permis effectivement l'annulation d'une bonne partie des dettes bilatérales et multilatérales qui nous ont permis de réinjecter ces fonds dans la relance et la reconstruction de nos tissus économiques. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'investir un peu plus au niveau des infrastructures qui préparent un tissu économique plus solide dans l'avenir. Est-ce que nous n'avons pas là l'opportunité avec le Covid-19 de reconsidérer le Cameroun et la plupart des pays africains, nos valeurs, nos médecines, la pharmacopée traditionnelle? Comment réagissez-vous à ceux qui pensent que jusqu'ici l'Afrique est restée muette, pour parler de l'Union africaine, sur la découverte qui a été faite par le président malgache qui a proposé un protocole de traitement sur le Covid-19? Vous comprenez ce mutisme de l'Union africaine autour de cette découverte? Bon, moi je ne suis pas un scientifique, mais je suis plutôt de ceux qui pensent qu'il faut demeurer rationnel. La modernité, elle est universelle. Elle n'est pas africaine, chinoise ou européenne. La modernité est universelle comme l'est la science. Et la médecine traditionnelle, pour qu'elle soit utile à l'Afrique, elle doit cesser d'être traditionnelle et se moderniser. La médecine, c'est la médecine, point. Il faut pouvoir traiter des pathologies avec des molécules. La médecine moderne le fait très bien aujourd'hui parce qu'elle a évolué. Ce que nous avons de richesses au niveau de nos héritages culturels. Donc vous n'êtes pas ouvert à un traitement, par exemple, contre le Covid-19 issu des plantes naturelles? Je ne sais pas si ces plantes naturelles peuvent traiter ce virus, mais si c'est le cas, il faut avancer vers la modernisation de ce traitement. Moi, vous savez, quand il y a des situations comme celle-ci, notre société, déjà par nature, est assez superstitieuse. Oui. Et beaucoup de gens, faute de ressources financières, moi je pense, sont obligés de se débrouiller avec tous les espoirs qu'ils font reposer sur toutes sortes de charlatans. Ça peut être des pasteurs, de vrais ou faux, ça peut être effectivement des gens qui prétendent régler telle ou telle pathologie avec telle ou telle écorce. Mais très souvent, cela n'est pas réellement efficace au-delà de quelques symptômes qu'on peut réduire. Je pense que la médecine traditionnelle aujourd'hui ne doit pas être un prétexte pour ne pas appliquer strictement les mesures que préconise l'Organisation mondiale de la santé. Nous n'avons pas à nous opposer à cette organisation et à la médecine moderne qui seule nous a permis jusque-là de bien gérer beaucoup d'autres maladies. Quand vous relisez l'histoire de la lutte du docteur Jameau contre la maladie du sommeil ou d'autres épidémies, moi j'ai connu, étant encore enfant, des épidémies de rougeole, parce que la vaccination n'était pas généralisée, parce que les centres de santé étaient encore beaucoup plus éloignés des populations que maintenant. Je peux vous dire qu'on a vu des situations où, par semaine, des dizaines de bébés mouraient dans un dispensaire qui était à côté de mon école. Et donc, il faut éviter en 2020 de faire cette marche arrière, moi je veux dire, par rapport à la modernisation de notre système de santé. Les hôpitaux sont les principaux lieux où nous devons engager
le plus de ressources possible avec un outil de prévention aussi pour que nos populations vivent dans des conditions d'hygiène acceptables qui les éloignent de toutes les maladies. C'est ça le plus important. Si on utilise la médecine traditionnelle aujourd'hui pour atténuer le message qui est ferme, qui est clair, de respect des mesures barrières pour limiter cette épidémie ici, nous allons devoir faire face à des causes à des conséquences beaucoup plus graves. Souvenez-vous de l'exemple du sida. Le sida a causé des dégâts énormes dans nos sociétés à cause de cette mentalité superstitieuse. À un moment, certains pensaient que c'est une maladie qui n'existerait pas, d'autres pensaient que c'était à la limite des choses, la sorcellerie du village qu'on lançait. Il y a eu toute forme d'interprétation alors qu'il était question tout simplement de limiter la propagation de cette maladie pour les jeunes en utilisant le préservatif, point, sans spéculer. Et nous en sommes là aujourd'hui. Et il faut éviter tous ces messages qui peuvent prêter à confusion, qui peuvent Jean-Baptiste, est-ce que ce n'est pas le regard d'un diasporan que vous apportez sur une problématique qui peut avoir plusieurs perceptions? Est-ce que ce n'est pas parce que Jean-Baptiste a passé du temps en France qu'il a un regard quasiment... Alors, je vais vous poser la question. Ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas, quelle que soit aujourd'hui, la science est universelle. Est-ce que c'est parce que vous avez des marabouts qui vous disent au quartier qu'ils soient le sida qu'ils le font? Est-ce que c'est parce que vous avez toutes ces écorces dans nos forêts que les Blancs connaissent mieux que nous, que nous soyons les maladies avec ces écorces? Non, vous pensez, vous connaissez plus les plantes africaines, les arbres africains que la médecine dite traditionnelle. Vous la connaissez mieux, nos forêts, que les Occidentaux qui ont mené des études scientifiques sur ces forêts, sur ces espèces. Moi, je peux vous dire que alors que j'ai grandi au village jusqu'à un certain âge, c'est en Europe que j'ai découvert beaucoup de vertus d'un certain nombre de plantes, grâce à des amis qui faisaient des recherches sur les plantes médicinales et qui me disaient, mais est-ce que vous savez que telle plante que vous côtoyez tous les jours chez vous peut faire ceci, a telle vertu? Donc, ne pensons pas que nous connaissons même très bien nos plantes. C'est une façon de fuir nos responsabilités. Moi, je pense qu'il faut éviter ce débat que certains intellectuels veulent ramener. Je suis d'accord qu'il faut essayer d'approfondir notre connaissance sur notre médecine traditionnelle, mais justement en vue de la moderniser, mais ça ne doit pas être un prétexte pour rejeter ce que l'OMS nous préconise, que nous devons exécuter à la lettre pour éviter toute situation catastrophique. On l'a fait avec le sida, on a vu ce que ça nous a coûté. Donc il ne faut pas recommencer aujourd'hui avec ça. Jean-Baptiste Amvouna Temengue, je propose que nous prenions une transition post-dictum pour parler du drame de Garbo. C'est le sujet central de cette phase d'échange et vous aurez en face de vous Yannick Mbazoua, journaliste indépendant. Tout de suite. Yannick Mbazoua, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Yves, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir. À tous les spectateurs à tous les téléspectateurs et téléspectatrices d'Info TV, et j'espère quand même que je serai à l'auteur d'affronter une tête aussi pleine que celle de Monsieur le maire de la commune de Yaoundé, de la commune de Ngoumou. Alors, Yannick Mbazoua, on parle beaucoup depuis cette semaine des conclusions du rapport de la commission mixte d'enquête qui a été mis sur pied par le président de la République pour faire toute la lumière sur le drame de Garbo et établir
responsabilité des auteurs. Et c'est sur ce sujet que vous allez échanger avec Jean-Baptiste Amvouna à Temengue. Vous l'avez pour 20 minutes, Yannick. Allez-y. Monsieur le maire, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourrait-on dire, pour une fois, un rapport d'enquête parmi tant d'autres est publié au Cameroun? Un coup de baguette magique? Mais ce n'est pas pour une fois, je crois que c'est une énième fois. Lorsqu'il y a plus d'un mois, on évoquait la prescription du chef de l'État d'une enquête indépendante, beaucoup de gens étaient sceptiques. Et je suis étonné qu'aujourd'hui, ils y croient enfin que nous avons à la tête de notre État non pas un dictateur sanguinaire, mais un homme d'État libéral, profondément épris de toutes les valeurs républicaines, notamment de la dignité humaine, qui n'accepterait pas du tout d'être à la tête d'une armée qui commettrait une quelconque exaction. Il l'a toujours fait. Et je suis étonné que ses adversaires politiques, à l'époque, aient voulu, avec des complicités internationales, utiliser cette situation pour le combattre, alors que justement, notre pays a besoin de leaders comme lui qui, au-delà des clivages partisans, sont véritablement au service de tous les Camerounais et qui luttent nuit et jour face à cette situation qui désole tout le monde. Ce conflit dans nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, où il a tout essayé et où il n'a jamais lésiné pour essayer de trouver une solution politique dans la paix et pas par la violence. Alors, monsieur le maire, quelle est la portée, quelle est l'opportunité de la publication de ces rapports au regard des enjeux politiques actuellement marqués par la lutte contre le coronavirus, au moment où les Camerounais, beaucoup de Camerounais, et certains s'attendaient à ce qu'ils disent? Voilà la solution, on attendait publiquement et un rapport arrive là. N'est-ce pas là un petit couloir pour peut-être dire à ceux qui attendent qu'ils sortent publiquement que j'existe? Non, mais je pense que, tel que j'ai suivi au niveau des médias, il y a eu des fuites, un rapport, ce n'est pas l'apparition de la Vierge Marie. Il y a eu je crois qu'il y a eu des fuites et j'ai cru entendre que certains réclamaient déjà la publication d'un rapport qu'ils savaient existant. Et donc il y a eu cette publication officielle. Le rapport, il faut déjà le nuancer, n'est pas le tout premier. Il y a eu un premier rapport sur la base duquel le gouvernement a communiqué, qui était relativement biaisé. Mais celui-ci est un rapport d'une commission indépendante qui sera aussi transmis à la justice. Il ne faut pas confondre. Ce rapport n'est pas une décision de justice. Donc, les coupables, présumés coupables, passeront devant la justice. C'est aussi ça. C'est important de le dire, de le répéter. Et cette justice reprendra ses enquêtes avec des moyens plus professionnels, avec une certaine indépendance et une plus grande légitimité. Parce qu'après tout, ce sont les décisions du juge qui seront celles qui seront prises au nom du peuple camerounais. Cette commission a été initiée par le chef de l'État et le chef de l'État a publié son rapport, mais ce rapport n'engage pas le peuple camerounais. Ce sont les décisions de justice finales qui engageront le peuple camerounais. Au lendemain de la publication de ce rapport, le quotidien Mutation publie que le gouvernement plaide coupable. Vous n'êtes pas d'accord avec cette... Le gouvernement ne plaide pas coupable. Le gouvernement du Cameroun est un gouvernement qui lutte nuit et jour pour instaurer un état de droit. Un état de droit a deux fondements. Le premier fondement, c'est la légitimité de ceux qui le dirigent, cet état. Et c'est le cas, le chef de l'État, qui est élu au suffrage universel par le peuple camerounais, du moins la majorité, très large majorité de ce peuple, si on s'en tient au scrutin de 2018, tire cette légitimité de ce suffrage universel. Deuxièmement, c'est la juridification de la vie politique, c'est-à-dire qu'il faut des fondements juridiques, et des lois. Et la première de ces lois, c'est la Constitution. C'est à partir de cette Constitution que tout s'organise et que nous n'avons pas à la tête un pouvoir arbitraire, autoritaire,
subjectif, mais un pouvoir qui s'appuie sur des textes et des procédures qu'il faut respecter. Maintenant, il y a effectivement nécessité de discuter, de critiquer. C'est aussi ça la démocratie. Mais la discussion doit demeurer raisonnable. Ce qui s'est passé lors des premières allégations concernant ces événements est tout simplement une conjonction d'un anti-étatisme international et d'un anti-étatisme national, parce que certains confondent la discussion, l'opposition à l'anti-étatisme. J'ai dit anti-étatisme international parce que les ONG ne sont pas des États. Les ONG, dans leur idéologie fondatrice même, en général, ont des objectifs anti-étatistes. La société civile internationale a, entre autres, pour objectif de démontrer que le monopole de la violence, le monopole des États est à remettre en cause et qu'il faut pour cela des acteurs indépendants. Ça peut être utile pour un certain nombre de combats écologiques et même au niveau des droits de l'homme. Mais cela, il ne faut pas être naïf, est un outil aussi de subversion que les États occidentaux utilisent contre nos jeunes États. Ce que ces ONG produisent contre ces États occidentaux, nul n'est jamais au courant. La subversion. La subversion au sens... Puisque les conclusions du rapport de la commission d'enquête donnent raison à ces organisations non gouvernementales qui avaient attiré l'attention des pouvoirs publics sur le drame. Le problème, quand on a des faits d'une telle gravité, j'en conviens, n'est pas seulement ces faits, mais c'est l'usage politique dans l'interaction qui est forcément subjective, et le sens qu'on donne à tout cela. Et cet usage, il faut faire attention parce que l'État demeure quand même notre cadre majeur de civilisation et il faut limiter à un niveau raisonnable la critique conforme à l'encontre de ces États. Je veux prendre pour ce cas-là notre armée nationale. Mais on ne saurait résumer l'action de notre armée à une bavure. À l'époque, nous étions un certain nombre à le dire que cette armée, c'est nous qui devons la soutenir d'abord. Si quelques éléments de cette armée commettent des bavures, personne ne peut être d'accord, à commencer par le chef de l'État. Il n'a jamais été d'accord. Les droits de l'homme, nous devons le dire et redire, ce n'est pas pour Amnesty International, International Human Watch ou Amnesty International. Toutes ces ONG, ce n'est pas pour elles que nous devons appliquer, instaurer un état de droit. Nous devons instaurer un état de droit pour nous-mêmes, pour notre vie. En tant que citoyen digne. Quand même, voilà. C'est au lendemain de la publication de ces rapports qu'une commission d'enquête est mise sur pied. Et souvenons-nous que en tout cas certains ministres de la République ont botté en touche les résultats de ces rapports et aucun ministre n'a botté en touche. Les ministres ont relativisé le rapport et les ministres, à juste titre, ont dénoncé un autre fait qui est réel, c'est la connivence entre les terroristes ambazoniens et ces organisations internationales en démontrant parfaitement que ces terroristes étaient visiblement les seuls pourvoyeurs d'informations de ces ONG. Et ce qui a entraîné une exagération de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a un fait qui s'est produit visiblement. Et là, l'enquête judiciaire va probablement mieux étayer cette situation. Il y a des faits qui sont produits. Tout le côté négatif a été versé sur le compte du gouvernement et surtout de l'armée, alors que l'origine même de la violence, parfois inacceptable et inhumaine, est de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des terroristes ambazoniens. Et là, c'est le caractère injuste, inéquitable du traitement de ces faits que le gouvernement a dénoncé. Quand les terroristes
coupe les têtes aux civils, coupe les têtes aux hommes en tenue, saccage les hôpitaux, saccage les écoles. Ces ONG ne disent rien. Et les médias qui relaient leurs rapports, forcément, sont muets. Et c'est ça qui est dénoncé et qu'il faut poursuivre à dénoncer, puisque on sait très bien que l'idéologie de ces ONG, je le répète, a toute une connotation anti-étatiste d'abord. Monsieur le maire, certes, l'action de nos forces armées reste salutaire. Toutes les actions pour que au jour d'aujourd'hui la paix revienne au Cameroun, tout le monde est d'accord que nos forces de l'ordre se battent jour et de nuit et on condamne tous. Mais maintenant, j'aimerais qu'on s'apesantive sur un sujet, celui de l'implication des comités de vigilance. Alors, on sait bien que les comités de vigilance n'ont pour fonction principale que de surveiller l'entrée et la sortie des personnes dans leur village et d'informer les autorités. Mais comment se fait-il que les comités de vigilance soient là le jour où l'assaut a été mené? On en parle des 10 et ils étaient sur le terrain de l'action. Qui leur confère ce pouvoir? Moi, je ne connais pas les circonstances ni l'ampleur de l'intervention de ces comités de vigilance sur cet événement précis. Mais les comités de vigilance, en général, on l'a vu dans la partie septentrionale, justement, nous ont beaucoup aidé, oui, nos forces de l'ordre, à barrer la voie à la secte islamiste Boko Haram. Dans une guerre qui n'est pas interétatique et où les terroristes sont mélangés à la population, les comités de vigilance naissent déjà, il faut l'apprécier, dès lors qu'il y a possibilité que la peur change de camp. Parce que c'est la complexité de la situation aujourd'hui, c'est que les terroristes terrorisent d'abord les populations civiles. Donc ces populations civiles ne racontent que la version voulue par ces terroristes. Beaucoup ne peuvent même pas dire la vérité. Alors vous voyez déjà qu'il y a un biais à l'origine des vérités, y compris des vérités récoltées par les ONG qui font des rapports. Parce que dans un village, vous arrivez, vous posez des questions aux gens, des gens vous diront ce que les terroristes veulent qu'ils disent. Ils vous diront, si les terroristes veulent qu'ils disent que c'est l'armée qui a tué tout le monde, ils vont le dire. Mais il est clairement établi dans le rapport que ces membres du comité de vigilance ont aidé à masquer ce qui s'est passé. La justice va l'établir. Les comités de vigilance ne sont pas les forces de défense. Donc les comités de vigilance n'ont pas ni à détenir des armes, ni à intervenir dans une offensive purement militaire. Maintenant, les comités de vigilance peuvent effectivement aider les populations et les forces de défense en leur procurant la bonne information, en dénonçant les lieux et les endroits, par exemple, où les terroristes se réfugient ou cachent les armes. Et visiblement, Garbou était devenu un lieu essentiel, non seulement au niveau du trafic des armes venant du Nigeria et qui prenait plusieurs couloirs pour alimenter les sections de ces terroristes. Donc, évidemment qu'ils étaient utiles aux forces de l'ordre qui étaient en mission de reconnaissance. Maintenant, une mission de reconnaissance peut se transformer en affrontement. C'est visiblement le cas. Les forces de défense qui étaient très réduites ont probablement eu besoin du comité de vigilance qui lui-même, dans cette situation d'affrontement, avait besoin de se défendre, puisque d'une mission de reconnaissance à un affrontement, il fallait bien que chacun essaie de sauver sa peau. Alors, en tout cas, ce sont des interprétations que je fais de ce que j'ai comme information. Alors, monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure qu'il y aura encore d'autres procédures qui vont poursuivre. Alors, comment est-ce qu'on doit qualifier ce qui a été publié? Est-ce un communiqué? Est-ce un rapport d'enquête qui incrimine déjà et qui publie, qui a eu des récitations d'un? Et maintenant, deux, est-ce que vous serez d'accord avec le directeur Afrique centrale de Human Rights Watch, Levi Mutch, qui demande à ce qu'une enquête plus approfondie soit menée pour qu'on établisse réellement la chronologie des événements? Mais l'enquête approfondie sera établie par la justice militaire, ça c'est évident. À partir du moment où on a transmis ce rapport qui est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus documenté à la justice militaire, cette justice militaire, de façon beaucoup plus légitime et professionnelle, établira forcément
la vérité le moment venu et dira qui est coupable, qui ne l'est pas. Alors, mais seulement en ce qui me concerne, et je crois que c'est le cas pour tous les républicains, je n'ai pas un seul instant à douter du caractère républicain de l'armée nationale de mon pays. Et si j'ai à soutenir quelque chose, j'en ai rien à faire des ONG, pour moi républicain, face à une situation de menace de l'intégrité du territoire. Quand je dis j'en ai rien à faire, je dis je n'ai pas à choisir entre ce que dit une ONG et l'armée de mon pays, l'armée du Cameroun. Je dois être un bon patriote, totalement aligné et soutenant mon armée, l'armée de mon pays. Un point. Je crois que c'est ce qu'eux-mêmes qui nous ramènent ces ONG font chez eux. Vous ne trouverez pas un Américain digne de ce nom. Il y en a toujours des marginaux dans chaque État, des objecteurs de conscience, des gens qui vont toujours gratter ce que fait leur État. Mais vous ne trouverez pas un Français digne de ce nom tenir certains propos ou être s'ériger en donneur de leçons à l'armée de son pays, la France ou alors aux États-Unis. Nous devons tous être alignés derrière notre armée, point. Et nous ne devons pas en faire un objet de politique politicienne. Yannick Mazoua, merci d'être venu dans le cadre de cette phase d'échange avec le maire de Ngoumou ce dimanche. C'est moi qui vous remercie et bonne continuation pour l'émission. Merci. Monsieur le maire, on va continuer cette phase d'échange. Cette fois-ci, on va évoquer votre ouvrage. J'aimerais qu'on s'y arrête. Sortir le Cameroun de l'impasse. Jean-Baptiste Amvouna Temengue qui a plongé le Cameroun dans l'impasse. Est-ce que ce n'est pas le régime en place? Je pense que il y a des problèmes structurels auxquels l'Afrique subsaharienne fait face. Et on ne saurait les résumer en un régime politique. Le président Paul Biya, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 82, a effectivement énoncé un certain nombre de principes, notamment la rigueur et la moralisation. Ça veut dire que c'était un idéal qu'il voulait rechercher durant son séjour à la tête de l'État et qu'il recherche toujours. Donc, toutes les forces politiques en Afrique subsaharienne doivent se battre pour l'instauration de vrais États de droit, des États propices au développement, à l'épanouissement de nos populations, à des États mûrs, des États qui n'ont pas de dysfonctionnements, des États qui sacralisent l'argent public. Et je pense que cela va au-delà des clivages partisans. Je le dis parce que dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a effectivement le rêve révolutionnaire qui a animé tant de peuples dans le monde, et qui a suscité parfois des violences. D'abord, la violence, très rarement, est productrice d'un ordre nouveau juste. C'est une illusion de penser que la violence produit un ordre juste, parce que la violence n'a pas de raison. La violence ne donne même pas la possibilité de discussion. La violence, c'est une simplification inhumaine de tout problème politique, et donc ne permet même pas de faire jaillir une solution scientifiquement acceptable, puisqu'il n'y a pas de débat. La violence, je vous impose ceci, et c'est pour ça que beaucoup de rêves révolutionnaires, que ce soit communiste ou tout le reste, a tourné très vite à la violence gratuite et à la déshumanisation de ce qu'on croyait libérer de l'oppression ou de l'esclavage. Et je le dis parce que les rêves insurrectionnels, nous les vivons au Cameroun aussi aujourd'hui, font croire que c'est un régime qu'on diabolise à outrance, qui est seul responsable d'une situation structurelle, et ça montre que ceux qui préconisent ce type de solutions simplistes ne sont pas à la hauteur même des solutions, parce que cette simplification des problèmes montre que en réalité, ils ne pourront pas offrir à nos populations une autre société, un autre monde où ils vivront mieux. Au contraire, parce que si vous simplifiez un problème, vous allez plutôt l'aggraver quand vous serez aux affaires. Vous qui avez fait donc le diagnostic de la situation du Cameroun dans cet ouvrage,
comment sortir le Cameroun de l'impasse? Si nous y sommes toujours, Jean-Baptiste, on en sort comment? Alors, c'est cet ouvrage de jeunesse, je voudrais resituer ce titre parce que, comme vous avez insisté sur l'impasse, effectivement, en 1999, la situation économique du Cameroun était plus que désastreuse. À l'époque, nous n'avions pas encore atteint le point d'achèvement. Les finances publiques étaient vraiment hyper limitées. La contrainte financière de l'État ne permettait pas à l'État d'investir. Les créations d'emplois n'avaient rien à voir avec ce que la jeunesse vit aujourd'hui. Je me souviens de l'image que présentaient nos villes aux yeux du monde entier. Et ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Certes, il y a encore des problèmes cruciaux, mais je veux dire, beaucoup a évolué positivement. Et donc, à l'époque, effectivement, l'opération Épervier n'avait pas encore commencé non plus. Et je m'étais soucié, effectivement, de la façon dont l'argent public était géré. Et c'est pour ça que, par moments, nos positions peuvent être parfois étonnante vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs politiques qui à l'époque étaient beaucoup plus âgés que nous et qui vivaient cette situation comme étant normale. Je dis normale au sens sociologique du terme, et que nous, malgré notre jeune âge à l'époque, nous avions prédit, et dans mon livre, je préconisais, et je peux penser que par cet écrit noir sur blanc qui existe, j'étais l'un de ceux qui avaient recommandé au chef de l'État de mettre fin par tous les moyens à cette situation que connaissent certes tous nos États sous-développés, mais qu'au Cameroun, qui prenait des dimensions inacceptables et qui nous conduisait droit au mur. C'est-à-dire la façon dont un certain nombre d'acteurs publics géraient l'argent public. Et je crois que c'est une bonne chose que le chef de l'État soit passé de la pédagogie à la répression. Qu'est-ce que ça a changé, Jean-Baptiste? Je crois que ça a atténué un certain nombre de choses. Pensez parce qu'il y a l'opération Épervier, on vole de moins en moins les deniers publics. Je pense qu'on vole de moins en moins et on vole peut-être de façon un peu plus fine, mais on ne vole plus de façon aussi grossière que dans les années 90. Ça ne veut pas dire que le combat est achevé. Je pense que, comme le chef de l'État lui-même le dit souvent, la lutte contre la corruption, elle est continue. Même les États les plus avancés poursuivent cette lutte. Je crois que c'est une lutte que plusieurs générations vont devoir mener sans relâche, sans reculer et surtout sans céder à la tentation de politiser cette lutte. Parce que là aussi, c'est le revers de cette décision de réprimer les détourneurs de fonds publics, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation où effectivement ces acteurs, parfois victimes de leur propre turpitude, puisqu'ils ont très souvent été auteurs d'actes de malversation, demeurent des acteurs qui influencent la société. Vous, les médias, vous savez très bien que certains prisonniers, éperviers, influencent les publications des uns et des autres, et que en cela, ils peuvent pervertir le débat politique et transformer l'objectif que vise cette opération, tout simplement à sacraliser l'argent public et ralentir donc en fait l'objectif étant recherché, parce que vous avez vu en France, quand la moralisation atteint le milieu politique, le financement des partis politiques, il y a des acteurs majeurs qui en ont payé un prix énorme. Quelqu'un comme Alain Juppé ou le feu Henri Emmanueli, qui est au Parti socialiste, étaient les premières victimes, parce qu'il y a eu cette rupture voulue par le système politique. Et ensuite, puisque tout le monde en a tiré les leçons, on est passé à autre chose et on leur a pardonné. Mais comment voulez-vous qu'on pardonne, qu'on réduise même certaines peines si tout le monde passe le temps à pervertir les faits, à politiser ces faits et à dire tout simplement que nous nous retrouvons là parce que pour des raisons politiques, et cela renvoie
les possibilités de changement de régime de gestion de l'argent public et laisse croire à ceux qui sont aux affaires, aux jeunes fonctionnaires qu'en réalité, ils ne risquent rien, ils peuvent toujours poursuivre dans les mêmes travers. Or, ce n'est pas l'objectif voulu par ces répressions. Ces répressions ont aussi un côté pédagogique pour les jeunes fonctionnaires et les jeunes acteurs politiques que nous sommes. Jean-Baptiste, parlons justement de cette répression. Vous semblez donc saluer l'opération Épervier, qui est une bonne chose pour assainir la dépense publique au Cameroun. Vous comprenez pourquoi on a du mal à appliquer l'article 66 sur la déclaration des biens et des avoirs, si on a vraiment la volonté de lutter contre l'enrichissement illicite? Bon, l'article 66 ne résume pas, à mon humble avis, cette problématique. Je sais que vous, dans les médias, vous avez une fixation, ainsi que certains acteurs politiques sur l'article 66, mais l'article 66... Pourquoi c'est si difficile pour un gestionnaire de déclarer ses biens avant d'exercer? L'article 66 existe depuis très longtemps dans les démocraties modernes. Vous avez vu des ministres, y compris en charge de portefeuille comme les finances, démissionner alors qu'ils avaient déclaré que ces déclarations n'étaient pas vraies. Donc l'article 66 lui-même s'exerce dans un régime fiscal de l'État qui impose à chaque citoyen de toute façon de déclarer ses revenus. Et c'est bien. Si la Direction générale des impôts avait tous les moyens et que tous les citoyens étaient vraiment de bonne foi, il n'y aurait même pas besoin d'article 66 aujourd'hui, puisque chaque citoyen doit déclarer ses biens et ses revenus à la Direction générale des impôts. L'article 66 est tout simplement une preuve que même la Direction générale des impôts aujourd'hui, c'est pas que la nôtre, un peu partout dans le monde, personne n'aime payer les impôts, mais que le travail reste énorme. On n'a pas besoin de l'article 66 pour savoir ce que chaque fonctionnaire a. Il y a des signes extérieurs de richesse. Vous savez que le contrôle supérieur de l'État a le pouvoir de vérifier, sans attendre l'application de l'article 66, tout signe extérieur, l'origine de tout signe extérieur d'un commis de l'État ou d'un commis de l'État. Donc il y a actuellement des outils juridiques qui le permettent, de savoir qui a quoi, autant que possible. Vous savez aussi que la mondialisation fait que les paradis fiscaux ne sont pas réservés qu'aux Occidentaux. Même certains des nôtres qui ont beaucoup de moyens à cacher peuvent user de tous ces instruments financiers internationaux pour dissimuler leur vraie richesse. Donc, ce n'est pas l'article 66 simplement qui va éviter tous ces montages financiers. Oui. Beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui qui ont été condamnées dans le cas de l'opération Épervier, même avec l'article 66, vous n'auriez pas pu mettre la main sur tout ce qu'ils ont fait comme manœuvre, parce que par moment il y a eu des missions à l'étranger avec des comptes ouverts dans des paradis fiscaux pour dissimuler beaucoup d'argent public détourné. Donc l'article 66 n'est pas une condition suffisante, en tout cas pour limiter ou pour faire cesser les détournements de fonds publics. Jean-Baptiste, j'aimerais qu'on aborde la dorsale, la dernière dorsale de notre phase d'échange ce soir pour parler de deux sujets. On parle d'abord de la restructuration de la poste camerounaise. Vous y avez participé. Comment vous vous retrouvez dans ce projet, Jean-Baptiste? Alors, je parle très peu de mes occupations professionnelles sans mandat, mais comme effectivement j'ai sollicité une mise en disponibilité, donc je peux un peu plus librement parler, puisque je n'ai plus de lien hiérarchique avec le directeur général de la Campost. Cette restructuration, je l'ai tout simplement proposée parce que j'ai découvert en France, pendant que j'exerçais comme agent à la Poste à Boulogne-Billancourt, un univers que je ne connaissais pas. Et comme chaque fois qu'on voit quelque chose qui marche ailleurs, on se pose les questions de savoir comment ça marche chez nous. Et quand j'ai regardé derrière moi, je me suis rendu compte que le Cameroun n'avait plus du tout d'entreprise postale publique. Et je me suis dit que pourquoi pas
essayer de faire avancer la restructuration de cette entreprise postale qui a connu la crise la plus aiguë avec la faillite de la caisse d'épargne postale en 2004. Et donc, c'est comme ça que j'ai recherché ceux des cadres français qui avaient déjà eu à faire une offre au gouvernement, à adresser une offre au gouvernement camerounais. J'ai relancé cette offre et les autorités camerounaises, notamment le chef de l'État, a donné un accord favorable à ce projet conduit par la filiale Sofrepost de la Poste française. Vous n'avez pas bénéficié de l'entregent d'une personnalité qui vous est proche pour faire aboutir cette démarche relative à la restructuration de cette entreprise? Je n'ai pas bénéficié d'un soutien particulier. C'est une offre objective par correspondance qu'on a fait. À l'époque, c'était le ministre d'État Laurent Esso, que je ne connais pas personnellement. C'est à lui qu'on avait adressé cette offre de façon officielle. Il était secrétaire général de la présidence et avait invité et écouté attentivement les dirigeants de la Poste française avant que le chef de l'État lui-même ne les reçoive. Et vous savez que le chef de l'État, le Cameroun, un État qui a eu à sa tête deux postiers. Le président Ahidjo était un ancien postier. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que le président Paul Biya a été aussi postier. Lors de ses études en France, il a travaillé à la Poste, a fait son stage lorsqu'il était en formation à l'IEP de Bordeaux, au sein de la Poste française aussi. Donc, il est plus que sensible à tout ce qui touche à la Poste. Monsieur le maire, j'aimerais qu'on dise un mot à présent sur votre début de mandat dans un contexte sanitaire que l'on connaît. Quand on est maire de la commune de Ngoumou en pleine crise sanitaire, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie dans un bureau? Pas du tout. Je pense que à quelque chose malheur est bon. On découvre très vite et très rapidement les enjeux de la décentralisation, le rôle d'un maire, et cette crise m'a permis d'entrer dans des conditions certes particulières de confinement, de distanciation sociale, mais le contact a été tout de suite pris avec toutes mes populations, certes par l'intermédiaire des chefs traditionnels, mais ça m'a permis d'attaquer et de maîtriser très rapidement un secteur essentiel qu'est la santé. Je crois que là aussi, c'est un domaine que je maîtrisais très peu, notamment la stratégie organisationnelle de la carte sanitaire au Cameroun qu'on sous-estime souvent. Et ça, il faut souligner le caractère très efficace de cette carte, de cette organisation de la carte santé, parce que j'ai découvert par exemple que le personnel de santé proprement dit, qui exerce dans les centres de santé et les hôpitaux, est disponible et soulagé par l'existence des districts de santé qui ont tout un volet préventif à mener avec l'apport incontournable des agents de santé communautaire. Dans ma commune, nous en avons 44 que nous avons sensibilisés puisqu'il fallait uniformiser le message de sensibilisation qu'ils portent de façon permanente aux populations. Et ces agents de santé communautaire, c'est quelque chose que je ne maîtrisais, je ne connaissais pas très bien leur rôle, et qui sont vraiment un outil, un maillon essentiel dans une crise comme celle-ci, parce que ils font très bien le travail de prévention, d'information, libérant ainsi le personnel de santé proprement dit qui reste confiné et disponible au niveau des hôpitaux et des centres de santé intégrés que nous avons. Je voyais mal les infirmières et les médecins sortis des hôpitaux pour aller faire cette prévention, alors qu'au contraire, on a besoin d'eux au cas où il y a des gens testés positifs pour la prise en charge. Donc, sur le terrain, vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne merveilleusement. Et nous avons couvert, en termes de sensibilisation, toute la commune en une semaine, avec du porte-à-porte,
effectuées par ces agents de santé communautaires qui sont très très bien outillés, supervisés par des chefs des aires de santé les aires de santé qui ne sont pas forcément calquées sur la division administrative. C'est ça qui est très étonnant et que moi je ne maîtrisais pas. Donc, et les hôpitaux même aussi, ça m'a permis de faire le tour des hôpitaux, des centres de santé pour voir ce qui était disponible au cas où on aurait des cas testés positifs. Je peux vous dire qu'il y a des élites, des très hautes élites, qui mènent toute une carrière politique parfois sans avoir visité tous les centres de santé et tous les hôpitaux de nos communes. Moi, j'ai dû le faire dans ce contexte de crise et c'est une bonne chose pour moi à l'entame d'un mandat, vu que la santé et l'éducation sont quand même les choses essentielles que le maire doit surveiller. Priorité des priorités, la santé, le Covid-19, d'autres priorités pour le maire de la commune de Goumou pour le compte de ce quinquennat? Mais je crois que l'État n'est pas, le fonctionnement de l'État n'est pas suspendu. Nous vivons une période de confinement, mais il faut tout autant privilégier les dossiers essentiels, notamment l'exécution du budget d'investissement public. C'est très important pour nos populations lorsque l'État a inscrit un projet, un forage ou la réfection d'une route ou la construction d'un centre de santé justement ou d'une salle de classe pour soulager les problèmes des populations. Il faut poursuivre et tenir les délais. Donc nous essayons dans ce contexte-là de faire avancer ces dossiers sans oublier que l'année prochaine, il y aura aussi un nouveau budget d'investissement public à préparer. Donc nous essayons de jongler entre l'urgence sanitaire et le suivi de ces dossiers qui sont les dossiers qui sont vitaux pour les populations. Nous avons une équipe municipale, heureusement, ce n'est pas le maire que je suis, surtout le nouveau maire que je suis, qui seul peut tout faire. J'ai des collaborateurs et un certain nombre d'emplois municipaux qui sont outillés et qui ont l'habitude, donc ils m'aident beaucoup, ainsi que un conseil municipal qui n'est jamais renouvelé à 100%. Il y a des conseillers municipaux qui sont nouveaux, il y en a d'autres qui sont là depuis et qui ont déjà eu à connaître, à étudier, à travailler un certain nombre de dossiers, donc cela m'aide beaucoup. Je vous fais réagir à quelques réactions des téléspectateurs ce soir. Comment expliquer qu'un pays comme le Cameroun se base uniquement sur un seul rapport pour soutenir sa communication? Le gouvernement, par ce fait, étale aux yeux du monde la faiblesse de son système de renseignement. Ce sont quelques réactions des téléspectateurs. Vous pourriez réagir. Bonsoir, je suis diplômé en fiscalité. Est-ce que le maire de la commune de Goumou peut me recruter dans son administration? C'est Fabrice qui vous adresse ce message. Bonjour monsieur le maire, vraiment tous nos encouragements. Nous espérons que vous allez bien défendre la jeunesse. C'est Mohamedou Amidou, militant convaincu et convaincant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conseiller municipal Yaoundé deuxième. Peut-être déjà 2 ou 3 mots sur les réactions. Je pense que sur le rapport, il n'y a pas qu'un rapport unique. Le gouvernement n'a pas communiqué sur le rapport de ses collaborateurs. Il y a d'autres sources d'informations, il y a le renseignement militaire. Mais vous voyez, il y a eu à l'époque une pression médiatique nationale et internationale. Et le gouvernement ne pouvait pas rester muet. Il fallait bien réagir et limiter les exagérations et toutes les formes d'extrapolation quand il y a ce type d'événement. Donc, le gouvernement ensuite s'appuie maintenant sur le rapport de la commission indépendante, d'enquête indépendante initiée par le chef de l'État, que les uns voulaient combattre en exagérant la réalité, les faits. Jusqu'à présent, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce rapport suffira
à clore le débat. Je pense que c'est l'enquête judiciaire qui véritablement nous dira exactement ce qui s'est passé et qui sont coupables. Donc effectivement, les services de renseignement ont sûrement travaillé à l'époque et ils travaillent toujours. Mais tous les États au monde ont besoin d'enquêtes indépendantes. Les services de renseignement, c'est l'État. Donc ça peut être utile, mais pour le citoyen, vous avez vu, même quand il y a eu cette commission d'enquête indépendante, beaucoup de gens étaient sceptiques. Donc il vaut mieux plusieurs enquêtes et plusieurs rapports pour que la vérité soit établie. Monsieur le maire, on va sortir de cette phase d'échange en rappelant aux téléspectateurs qu'on leur offre en primeur, dans le cadre de cette livraison de la ligne rouge ce soir, les manchettes des journaux qui paraîtront le lundi 27 avril 2020. Et on va donc rapidement vous offrir la une du journal Info Matin Quotidien de lundi prochain. L'information qui barre la une du journal de Dieudonné Van nous parle de l'hospitalisation de Madame Mebengor, qui est à l'hôpital central. L'épouse de l'ancien ministre est en prison depuis plus d'un an et elle est désormais dans un état inquiétant selon l'information qui est à lire en parcourant la une de ce journal de Dieudonné Van. Équation pour sa part, titre réserve forestière. Le journal revient sur les députés des communautés riveraines qui s'expriment sur la gestion de ces réserves forestières. Une information qui est à lire en grande une de ce tabloïd. Réalité plus pour sa part, titre lutte contre le Covid. La nouvelle d'abord, nous précisons, titre sur le rapport des incidents de Garbo. C'est une information qui est à lire en parcourant l'article qui est publié en grande une, qui revient sur le contenu du communiqué qui a été signé par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, et qui donnait les précisions sur les contours du massacre du 14 février 2020, établissant par ricochet les responsabilités des uns et des autres. La suite des journaux qui paraîtront ce lundi, on va rapidement avoir la une du journal Le Quotidien qui pour sa part revient sur la mobilisation observée au sein de la chefferie dans le département du Ndé où les princesses et reines sont en synergie avec le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La suite de cette revue de la presse nous plonge au cœur du journal Essingan qui demain titre sur la collision entre le gouverneur de la BEAC, la Banque d'émission de la sous-région Afrique centrale, et les opérateurs de téléphonie mobile au sujet de la transaction électronique qui est évoquée et concerne également la Cameroun Postal Services, une information à lire en grande une de ce journal Essingan. Au-delà du journal Essingan, on a le quotidien Épervier qui titre ce lundi sur les sanctions du président de la République à l'encontre des militaires qui aiment bien, châtient bien, constate la une de ce tabloïd qui revient sur l'ouverture de cette enquête qui permettra aux militaires incriminés de comparaître devant les juridictions compétentes à la suite du drame qui a frappé la localité de Garbo. Au-delà du journal Le Quotidien Épervier, le journal Le Soir Tri-Hebdo pour sa part précise qu'au sein du pénitencier de Nkondengui ça chauffe. La crainte d'une propagation du Covid-19 sème la panique au sein de ce pénitencier selon la grande une de ce journal Le Soir Tri-Hebdo. Quittons Le Soir Tri-Hebdo pour la une du journal indépendant qui parle de filouterie bancaire, de manipulation et de diffamation dans le cadre d'une affaire de Union Bank of Cameroon. Au-delà du journal indépendant, l'actualité qui est évoquée par le journal Le Pélican fait quelques révélations sur le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 au Cameroun. Le journal Le Pélican, pour sa part, précise que 103 cas nouveaux ont été recensés dans les villes de Yaoundé et de Douala. Quittons Le Pélican pour la une du journal Éco Matin qui titre ce lundi sur la caisse des dépôts et de consignation, la grande absence dans la lutte contre le Covid-19. Quittons Éco Matin pour l'actualité qui est développée par nos confrères. On va voir au-delà d'Éco Matin la une qui est évoquée par nos confrères du journal L'Équation. L'Équation revient sur, on en a déjà parlé, pour le journal L'Équation, on a déjà évoqué la une de ce journal L'Équation. Et enfin, on va terminer cette revue
des journaux qui paraîtront dès ce lundi par la une du journal Réalité Plus qui revient sur le Covid-19, l'armée du Cameroun qui fabrique 50 000 masques. L'information est à lire en grande une de ce journal Réalité Plus. Ce sont les journaux pour la plupart qui paraîtront dès demain, lundi 27 avril 2020 et dont nous offrons la primeur dans cette édition de Ligne Rouge ce soir. Jean-Baptiste Amvouna Temege, merci d'être venu. Peut-être un dernier mot avant que nous nous quittions. Oui, je voulais revenir sur le problème des transferts de fonds, puisque vous l'avez évoqué avec la Campost. J'ai effectivement représenté la Campost au comité interministériel qui a finalisé la nouvelle loi postale au niveau du Premier ministère à l'époque. Et l'enjeu de la maîtrise, du contrôle et de la maîtrise des transferts de fonds se situe à deux niveaux. D'abord au niveau sécuritaire, vous savez qu'il y a des risques de blanchiment d'argent dans ce cadre-là et tous les États au monde ont mis des dispositifs de contrôle et c'est à l'État camerounais de fixer la domiciliation et les modalités de ce contrôle. Effectivement, cela est gênant parce qu'il y a un couloir qui a été concédé à la Campost, notamment au data center pour le contrôle de ces transferts de fonds, mais surtout derrière cela, il y a effectivement une imposition de ces transferts de fonds comme toute activité. Je crois que à partir du moment où le transfert d'argent au départ était essentiellement postal, c'est le mandat postal qui est le premier moyen de transfert de fonds habituellement utilisé en dehors des virements bancaires. Donc à un moment, les établissements qui font ces opérations ont voulu effectivement transformer le transfert de fonds en virement bancaire, c'est-à-dire ramener ça à l'activité bancaire, donc sous la tutelle du ministère des Finances, et ça a fait l'objet de beaucoup de débats avec des enjeux effectivement financiers. Donc la Banque centrale, qui est la banque mère de tous les établissements financiers, peut avoir effectivement un penchant, un certain penchant, mais je crois que c'est à l'État d'arbitrer les textes qui vont d'application que le ministre des Postes est en train de préparer de cette nouvelle loi postale permettront de peaufiner la stratégie du gouvernement pour le contrôle et la taxation de ces transferts de fonds. Cela est un enjeu effectivement pour un certain nombre d'acteurs qui peuvent influer. J'ai vu cette semaine beaucoup de médias en parler, mais c'est à l'État en dernier ressort d'arbitrer, comme beaucoup d'autres États l'ont fait, d'arbitrer, de sécuriser ce nouveau moyen qui va évoluer, parce que ce n'est pas le stade du portefeuille actuel qui va demeurer. Vous voyez, dans d'autres États, on est passé à une autre phase où les transferts se font effectivement de compte à compte, mais il faut que dans cette évolution, que le service public postal, qui est à l'origine en fait de ces processus qui se modernisent sans cesse, que le service public postal ait un moyen de financement périn. Et je crois que c'était notre objectif lorsqu'on débattait et lorsqu'on a préparé cette loi postale avec toutes les autorités qui étaient engagées, le ministère des Finances, bien sûr, le ministère des Postes, et nous-mêmes à la Campost. Merci Jean-Baptiste Amvouna Temege d'être venu dans le cadre de cette livraison de Ligne Rouge ce soir. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement pour Info Télévision. Point final à cette livraison ce soir. Merci pour vos multiples contributions. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bien le bonsoir.